Il y a une phrase qu'on attribue à Nicolas Sarkozy. C'est celle-ci. Je lui ai donné des jouets. Alors il parle du Conseil général des Hauts-de-Seine et puis du secrétaire général de l'UMP, qu'il s'est empressé de casser. Patrick Devedjian, vous êtes au courant de cette phrase, elle vous est revenue? Je l'ai lu dans le journal, oui. Mais je ne l'ai jamais entendu dans sa bouche. Pendant des années, il a occupé le paysage comme étant l'ennemi, voire le souffre-douleur de Nicolas Sarkozy. Depuis sa réélection dans les Hauts-de-Seine fin 2012, Patrick Devedjian fait figure de revenant. Alors comment vit-il cette revanche? Comment a-t-il survécu à cette lutte acharnée? Et peut-on, comme il l'a toujours fait, manier l'humour et la provocation dans la vie politique? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, le plus caustique des politiques. Patrick Devedjian, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau de président du Conseil général des Hauts-de-Seine, fonction que vous occupez depuis juin 2007, après l'élection de Nicolas Sarkozy. Il paraît que cette décoration là dans votre bureau est encore celle qu'avait faite Cécilia Sarkozy à l'époque. Oui. Vous avez tout gardé? J'ai tout gardé. Enfin non, les tableaux, je les ai achetés. Mais à part les tableaux, je crois que c'est Cécilia Sarkozy qui avait organisé les lieux comme ça, oui. C'est surprenant, non? C'est d'avoir gardé... Je sais pas, parce qu'on pourrait penser que... On reviendra sur vos relations avec Nicolas Sarkozy par la suite, mais vous ayez voulu, je sais pas, changer l'ambiance du bureau, ou pourquoi l'avoir gardé? Ça dit quoi sur vous? Deux observations. La première, c'est je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, c'est assez joli, il y a du goût. C'est déjà une bonne raison. Et la deuxième, changer, ça coûte de l'argent et c'est de l'argent public. Donc il n'y a pas de raison que je me livre à des petits caprices aux frais du contribuable. D'accord. Et sinon, on vous dit passionné d'archéologie, mais à part une petite statue, il n'y a pas beaucoup de références à l'archéologie. Ici? Ouais. Oui, non, bah, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. La vie privée, la vie politique, les passions et la vie politique, tout ça, vous le séparez? Ah, oui. Enfin, l'archéologie, la littérature, tout ce que j'aime, c'est un univers privé. D'accord. Alors en tout même cas, si ça déborde quand même, bien sûr, je reconnais. Mais je protège ma vie privée. Ça me permet de tenir le choc. D'accord, alors on va voir effectivement que vous avez dû tenir le choc par rapport à pas mal de turbulences. Hein. Vous avez une vie politique assez, on va dire, assez mouvementée. On s'en souvient. Mais alors en tout cas, ce qui est surprenant, c'est que vous avez gardé le mobilier de l'époque Sarkozy. Mais alors pour le reste, vous êtes plutôt un partisan de l'inventaire du sarkozysme. Hein. Vous êtes même un de ceux à l'UMP qui le revendiquait le plus ouvertement, notamment depuis que vous avez été réélu député des Hauts-de-Seine lors d'une élection partielle mi-décembre. Je vous propose de vous réécouter au lendemain de cette réélection, suivi du commentaire du spécialiste de l'opinion Gaël Slimane. J'ai remarqué, que les derniers jours de la campagne, les dirigeants de l'UMP défilaient dans les Hauts-de-Seine pour venir au secours de votre victoire. Hein. Vous savez, dans les Hauts-de-Seine, finalement, c'est assez exemplaire parce qu'on s'est beaucoup déchiré, on s'est beaucoup battu. Et puis maintenant, et à l'occasion justement de cette élection partielle, tout le monde s'est rassemblé autour de moi. Et même de les ce point de vue-là, Isabelle et tout Patrick le monde, Balkany, absolument, qui vous étaient hostiles. Est-ce que c'est l'annonce d'une réconciliation avec Nicolas Sarkozy et la famille Sarkozy? C'est surtout l'annonce d'un réalisme face à la situation. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, il s'est retiré de la vie politique et je pense qu'il est temps pour l'UMP de réfléchir à trouver son destin elle-même. Son destin ou son leader, c'est ce que vous voulez dire? À s'organiser, à se moderniser, à changer profondément. Dans l'extrait, on le voit bien, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'ironie. Comme souvent chez Patrick Devedjian, qui laisse dire et accompagne, ce qui est vrai d'ailleurs, que la droite a volé au secours de sa victoire. On a bien senti que cette campagne allait constituer, ce deuxième round, allait constituer une victoire éclatante, que ça allait être ensuite utilisé comme potentiellement une reconquista de la droite par rapport à la gauche. Vous voulez dire qu'il tient sa revanche en fait? Clairement, il ne le dit pas parce que ce serait inélégant de le dire, mais c'est une formidable revanche pour lui que d'avoir tous ces gens, de Jean Sarkozy au Balkany, qui lui ont envoyé décocher leurs flèches dans le dos pendant des années et qui aujourd'hui sont, au moment de son élection, viennent accompagner cette victoire. On a un Patrick Devedjian qui d'abord s'amuse beaucoup en écoutant Jean-Pierre Elkabbach et qui par ailleurs n'efface pas tout puisqu'il dit que Nicolas Sarkozy c'est le passé, c'est très bien comme ça, comprend-on, et qu'il est temps de reconstruire. Et on voit que Patrick Devedjian, lui, n'a aucun problème avec ça, il est tout à fait prêt à ce qu'on fasse un inventaire du Sarkozy.
C'est vrai que c'est surprenant parce que vous êtes vous avez été un compagnon de route pendant 30 ans pratiquement de Nicolas Sarkozy. Et puis aujourd'hui, vous êtes un de ceux qui réclamaient le plus ouvertement l'inventaire. Pourquoi? Mais d'abord, l'inventaire n'est pas nécessairement négatif. Ah, parce qu'on a l'impression parfois que ça l'est, du moins en l'entendant. Non, pas forcément, mais peut-être. Non, moi je pense que, comme dans tout inventaire, il y a un actif et un passif. Je pense d'ailleurs que si on ne fait pas l'inventaire, on le laisse à nos adversaires. Et nos adversaires en font la caricature, ce qui fait que l'actif lui-même n'est même pas mis en valeur. Or, il mérite d'être défendu aussi, l'actif. Il y a aussi un passif. Le passif, il faut le reconnaître, il faut l'analyser afin de progresser. Moi, je suis un disciple de Karl Popper, qui est un grand philosophe qui dit que l'humanité ne progresse que par ses erreurs. D'accord, enfin, visiblement, vous êtes le seul à avoir lu Karl Popper à l'UMP, parce que vous êtes un peu seul sur votre ligne. Mais alors, on a quand même l'impression, enfin, c'est ce qui pointe d'ailleurs, il dit votre humour, votre ironie. Alors, je ne sais pas si vous souscrivez à tout ça. Il y a, c'est vrai, un humour, même si vous dites beaucoup les choses par allusion, en fait, par ironie. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça dans la vie politique. Alors, pourquoi d'abord? Pourquoi est-ce aussi rare? Et vous êtes comme ça, toujours dans le second degré? C'est un reproche qu'on... Ah, donc c'est un reproche. Ah, ouais, je ne pensais pas que c'était... Je savais pas. C'est un reproche qu'on me fait en famille. Parce que, en fait, je crois que c'est plutôt un handicap en politique. Jamais de second degré, me répète très souvent ma femme. Parce que les gens prennent tout au premier degré. Donc, c'est dangereux. Là, par exemple, alors c'est dangereux. C'est une manie. Ah, c'est une manie. Donc c'est vous, alors je veux dire, c'est vous tout le temps, vous êtes tout le temps comme ça, vous êtes comme ça dans la vie politique aussi, et peu sont comme ça parce que c'est dangereux. Et là, par exemple, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, au premier degré, qu'est-ce qu'il fallait entendre? Par exemple, sur Nicolas Sarkozy, hein, on vous demande si vous vous êtes réconcilié, puis vous répondez pas. Vous dites, oh, il s'est retiré de la vie politique. Non, je vais vous faire la réponse très simplement, et au premier degré. Premièrement, je n'ai pas eu de relation avec lui depuis qu'il a quitté la présidence de la République. Deuxièmement, il a effectivement dit qu'il quittait la vie politique et je ne crois pas à l'homme providentiel. C'est mon point commun avec l'Internationale, dans lequel il est écrit qu'il n'y a pas de sauveur suprême. Moi, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy pendant très longtemps parce qu'il a du talent, il en a encore, il en a beaucoup, mais je n'ai jamais pensé que le destin du pays dépendait d'un seul homme, lui ou un autre. D'accord. Et quand vous dites, effectivement, là vous répondez au premier degré, c'est intéressant, vous ne vous êtes pas revu. Pourquoi? Vous auriez envie de le revoir ou... Ça ne s'est pas trouvé, mais ça viendra en son temps. En son temps? Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors, bon... On vous associe, on en a parlé, on l'a vu beaucoup à Nicolas Sarkozy, mais il ne faut pas oublier que vous avez eu aussi une vie, même indépendamment de Nicolas Sarkozy. Vous avez été ministre notamment entre 2002 et 2005, hein, année où vous êtes évincé du gouvernement à cause, paraît-il, justement de Nicolas Sarkozy, à l'époque en froid avec Jacques Chirac. On va revoir les images que vous allez commenter, et puis on écoute aussi la suite de l'analyse de Gaël Slimane. Patrick Devedjian paye pour ses amitiés, en l'occurrence celle de Nicolas Sarkozy. Il est remplacé à l'industrie par François Loss et retrouve sa liberté de parole. Et vive la liberté. Voilà, c'est très court, hein, c'est ce qu'on a retrouvé sur... Mais c'est vrai qu'on a un peu oublié que Patrick Devedjian, en fait, existait déjà avant Nicolas Sarkozy, en fait. Ah bah, clairement. C'est même, d'ailleurs, ce qui expliquera, à mon avis, sa légitime colère et le légitime sentiment d'injustice qu'il a pu avoir en 2007, c'est qu'il est le seul de tous les amis de Nicolas Sarkozy un peu historiques, il est le seul à avoir sa propre envergure. Et donc, Patrick Devedjian fait partie de ce vivier d'hommes politiques de bonne envergure à droite que vous avez sous la main lorsque vous êtes président et que vous vous dites « qui dois-je prendre comme ministre dans mon gouvernement ?» Nicolas Sarkozy avait rencontré auparavant les parlementaires UMP. Le gouvernement sera formé très vite, a-t-il expliqué, et la compétence comptera davantage que la fidélité. Ce qui crée, vous allez l'entendre, quelques inquiétudes. Si on veut être digne de la confiance des Français, on doit s'élargir et non pas se rétrécir. L'ouverture, c'est la caractéristique des âmes fortes. Une pilule difficile à digérer pour les lieutenants les plus fidèles du prochain président. Je pense, chers amis, que la fidélité n'est pas nécessairement le contraire de la compétence. Je suis pour aller très loin dans l'ouverture, mes chers amis. Très loin.
y compris jusqu'aux sarkozystes. C'est dire. C'est quand même une phrase qu'on entend rarement. On entend rarement un politique parler comme ça. Presque jamais, effectivement. On a des bons mots d'humour avec André Santini. Là, c'est aussi bon en termes de mots d'humour avec le fiel en plus. C'est très rare en politique d'entendre effectivement ce type de phrase où on assume finalement de l'aigreur par rapport à son propre destin. En général, en politique, c'est un jeu de masques. On prétend qu'on ne pense qu'à l'intérêt général, si on manifeste une déception parce qu'on n'a pas obtenu un ministère, on explique que ce n'est pas du tout parce que soi-même, on en rêvait en se rasant. Là, Patrick Devedjian assume totalement. Et en l'occurrence, là où la pilule est difficile à avaler pour lui, c'est s'agissant du ministère de la Justice et du fait que sur ce créneau-là, il disposait d'un niveau de compétence et d'une préparation par rapport au poste qui lui a rendu le choix de Nicolas Sarkozy particulièrement insupportable au moment où on choisit quelqu'un qui lui semble être à la fois très récemment promu, Rachida Dati, et en même temps pas forcément à ses yeux aussi compétente que lui l'aurait été. D'accord, donc vous dites c'est une phrase pas classique dans la bouche d'un politique, peut-être que peu de politiques prendraient le risque de dire ça, mais c'est une phrase efficace. Alors c'est pas que la phrase, c'est la posture, l'attitude. Puisque quand je suis gentil, fidèle, loyal, que je paye de ma personne pour toi, je n'ai rien, eh bien je vais te casser les pieds pour ne pas dire les choses de manière encore plus triviale. C'est vrai, c'était ça? C'est un peu plus compliqué, mais je voudrais dire que c'est assez gentil ce qu'il dit de moi. Sur votre c'est compétence. Bienveillant. Non, c'est assez bienveillant. On ne sait pas si vous êtes au second. Alors là, on se dit, est-ce qu'il est au second degré ou pas? Non, vous pensez que c'est bienveillant? Je trouve que c'est assez bienveillant. Oui. Pas méchant du tout. Non, c'est pas méchant du tout. Voilà. Ce qui est toujours agréable pour dire les choses. Ça, c'est du premier degré. Oui, voilà. Non, parce qu'on ne sait plus, là. On se dit, qu'est-ce que. Mais non. Est-ce qu'il y a une méchanceté qui nous aurait échappé? En fait, il y a juste un aspect des choses qui n'est pas évoqué, c'est que dans le même temps où j'ai prononcé cette phrase, Nicolas Sarkozy m'a demandé d'être secrétaire général de l'UMP. Absolument. Ce qui, donc, nuance mon propos, et puis sur le fait que je suis laissé de côté, etc. C'est pas rien d'être secrétaire général de l'UMP, de récents événements ont montré que ça pouvait déchaîner des ambitions. Et moi, ça ne me faisait rien, parce que c'était pas ma vocation. Je ne suis pas assez homme de parti. Je suis homme d'idées, homme de conviction, mais pas homme de parti. Je ne considère pas qu'on est intelligent, formidable, etc., parce qu'on appartient à un parti. Ni parce qu'on le dirige. Ni parce qu'on est contre, et encore moins parce qu'on le dirige. Ça nuance le constat peut-être objectif, mais en tout cas, ça ne nuance pas forcément votre point de vue à vous, puisque vous dites que ce n'est pas parce qu'on est secrétaire général de l'UMP qu'on est quelqu'un d'intelligent. Et puis on a l'impression finalement que vous êtes, voilà, vous aviez une envie, c'est d'être à ce poste de ministre de la Justice, que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment cette envie spécifique. Je vais vous dire. De ça et pas d'autre chose. Je vais vous en parler avec recul parce que ça a été pour moi désagréable, mais j'ai vraiment tourné la page. Il est temps d'ailleurs, 5 ans après. Donc, il y a des choses qui se ruminent pendant des années. C'est une erreur parce qu'il ne faut pas ruminer, ça rend malade. Hein. Donc il faut évacuer ces choses-là. Donc je les ai totalement évacuées, donc c'est sans problème. Simplement, sur cette question du ministère de la Justice, Nicolas Sarkozy a dit à plusieurs fois, y compris publiquement, que je serais la personne relativement qui conviendrait. Bon, à moi personnellement, il me l'a répété aussi de nombreuses fois. Ça ne s'est pas fait, je peux aussi le comprendre, car la politique, ça n'est pas le copinage, et il peut y avoir pour un pays des exigences et des contraintes et même des stratégies qui font que c'est pas à ses amis qu'on... Ni à ses amis, ni aux compétents. Aux compétents, il vaudrait mieux, mais pas nécessairement à ses amis. Ça, je le comprends parfaitement et ça me paraît assez logique. Simplement, je n'ai pas eu le sentiment que l'alternative à ma personne répondait à des critères très objectivement positifs.
Ça pose une question d'ailleurs à laquelle j'aimerais vous faire agir, parce qu'il insiste beaucoup sur effectivement cette notion de compétence, et c'est ce qu'on sent dans votre phrase, hein, qui est toujours au second degré, etc. Mais on sent bien que vous sous-entendez quand même, et c'est ce qui pointe qu'il y a peut-être eu aussi par moment un déficit de compétences chez les sarkozystes. En tout cas, c'est l'analyse qu'il fait lui. Et donc je voulais vous faire réagir à ça. Est-ce qu'effectivement, bon, à l'époque, on l'a vu à droite, il y avait plutôt plus de compétences dans le camp des Chiraciens que des sarkozystes. Pourquoi, selon vous ? Est-ce que c'est lié à l'homme? Est-ce que c'est lié à la situation? Parce que ça peut être étonnant quand même. Pourquoi il y avait plus de compétences chez Chiracien? C'est très facile Pourquoi à comprendre. peu de compétences chez les Chirac? Alors, pas dans ce sens-là, je sens que vous allez me répondre, vous allez me faire une analyse peut-être du fait que Chirac était au pouvoir, etc. Et donc les compétences allaient vers lui. Donc pourquoi peu de compétences dans le camp des sarkozystes? C'était assez dur d'être sarkozyste à l'époque. D'abord, depuis longtemps, personne n'aurait joué un rond de carotte sur son avenir, parce que même s'il avait beaucoup d'ambition, les gens n'imaginaient pas, on le trouvait trop agressif, on le trouvait trop turbulent, on le trouvait trop ceci, trop cela. On le trouvait pas assez français aussi, comme moi. Et donc, pour les ambitieux, nécessairement compétents, soutenir Sarkozy, ce n'était pas nécessairement un bon calcul. D'accord, alors ça pose la question de la vôtre, enfin, vous concernant, pourquoi alors vous l'avoir soutenu? Eh bien, avec un peu d'affectif, mais d'où d'ailleurs peut-être quelques rancœurs quand l'affectivité est atteinte. Nous avons fait carrière tous les deux dans le même département. Nous avons eu des destins politiques très entrecroisés. Nous avons eu une réelle amitié. Nous avons aussi agi souvent de concert politiquement avec une même sensibilité. Nous étions tous les deux des Français de fraîche date, nés de parents immigrés. Nous avions beaucoup de points communs, et nous avons toujours d'ailleurs. Donc j'avais aussi beaucoup d'amitié pour lui, puis de l'admiration. Il a un talent réel, un sens politique tout à fait exceptionnel, la capacité d'un problème politique à en faire un avantage. D'accord, mais ça a quand même été un choix plutôt affectif, ce qui peut être rare en politique. Oui, ça peut être rare en politique, mais c'était plutôt un choix, à l'origine, c'est un choix affectif, oui. Bien sûr que j'ai rationalisé, mais c'est un choix affectif. Là, vous avez, alors, justement, pour revenir sur ce moment, sur cette amitié, et puis sur quelques épisodes qui ont suivi, puisque là, vous me reparliez de 2007, je vous propose de revoir quelques images commentées par le journaliste du Point, Christophe Labbé. Et ça commence en 2008, quand vous êtes justement secrétaire général de l'UMP. Vous êtes secrétaire général de l'UMP, c'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte, est-ce qu'on peut le dire comme ça, le patron de l'UMP? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus patron que vous. Vous avez raison. Peut-être que Nicolas Sarkozy est plus patron de l'UMP que vous. Mais bien sûr. Vous en convenez? Je l'assume même. D'accord. Et je le défends. Et on lit régulièrement qu'entre vous et lui, ça ne va pas très fort. Je crois que c'est très largement exagéré. Ce qui est vrai d'abord, c'est que le vrai chef de l'UMP, vous avez raison, c'est Nicolas Sarkozy. Ce qui est bizarre, ce qui n'est pas très gaulliste. Mais enfin, bon, c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties. Hein. Le chef de l'exécutif est le chef du parti majoritaire. C'est un symptôme de démocratie. Et quand on lit qu'entre lui et vous, ça ne va pas. Alors, je vais y venir. Donc, je le vois régulièrement, c'est tout à fait naturel. Et nous parlons et nous avons des discussions franches, comme on dit. Et parfois, nous avons des désaccords sur certaines choses, ça peut arriver. Et même, je vais vous dire la vérité, il peut même arriver qu'on s'engueule. La vérité, c'est que nous sommes tous les deux des affectifs, le président de la République et moi. Et ça vous fera peut-être rire, mais on s'aime, et ça dure depuis longtemps, et je crois que ça peut durer encore longtemps. Là, on voit bien que Patrick Devedjian est déjà dans le dépit amoureux vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Même si le divorce n'est pas encore consommé, le torchon brûle. Et dit que Nicolas Sarkozy, c'est affectif entre eux. Et c'est une relation qui date depuis 1979. Devedjian a 11 ans de plus. Et c'est un peu au début, quand Nicolas Sarkozy démarre en politique, c'est un peu le grand frère vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Et très vite, il va être le témoin de cette ascension de Nicolas Sarkozy. Et on peut se poser la question de savoir si à un moment donné, Nicolas Sarkozy n'a pas voulu se débarrasser du témoin gênant de son ascension. Puisque
Quand Nicolas Sarkozy arrive en fait à l'aboutissement de sa carrière, c'est là que les choses se dégradent violemment. Donc Nicolas Sarkozy, vous dites, s'en est pris à lui. En même temps, Nicolas Sarkozy, donc l'a quand même nommé secrétaire général de l'UMP et l'a quand même nommé ministre. Je vous montre un extrait. Tout sourire. Patrick Devedjian est le nouveau promu de l'équipe gouvernementale. Ministre, enfin, après 18 longs mois d'attente. Sa mission, gérer le plan de relance de 26 milliards d'euros de Nicolas Sarkozy. Le ministre que je suis donc a vocation à mettre en œuvre ce budget. Il a vocation également à centraliser toutes les mesures de simplification administrative, toutes les mesures qui ont pour effet de créer de l'activité. Patrick Devedjian quitte donc sans regret son fauteuil de secrétaire général de l'UMP. Ce ministère, un lot de consolation pour cet avocat qui se rêvait ministre de la Justice et qui n'a jamais vraiment digéré les ministres de l'ouverture. Un lot de consolation ou un cadeau empoisonné? Pourquoi un cadeau empoisonné? Cadeau empoisonné parce qu'en lui offrant ce portefeuille, il l'extrait en fait de la direction de l'UMP, qui est quand même un poste où Patrick Devedjian, où on a du pouvoir, et à la place, il lui donne un ministère, non pas le ministère dont il rêvait, celui du ministère de la Justice, qu'il lui a refusé, mais un ministère créé pour l'occasion, un vrai faux ministère, et en plus un poste à risque, puisqu'on est aux premières lignes là, de la gestion de la crise. Il fait une hypothèse quand même que je trouve assez intéressante, et c'est quelque chose qui peut être un classique de la vie politique, hein. Les témoins de l'ascension, voilà, qu'à un moment on a envie d'écarter. Je veux savoir ce que vous pensiez de cette analyse. Pour moi, c'est de la psychanalyse de bistrot. D'accord. D'accord. Et alors, parce que c'est pas un classique de la vie politique. Je crois pas, non. Non, je ne crois pas. Si vous regardez la plupart des hommes politiques qui ont accédé à la présidence de la République ont conservé un entourage proche sur lequel ils pouvaient s'appuyer, parce que d'abord c'est difficile d'être président de la République, on est entouré de rivalités, d'adversités, et on a besoin d'avoir autour de soi quelques personnes sur lesquelles on peut compter. Des amis, des fidèles, des voilà. Amis, des fidèles. Or, comment sait-on que quelqu'un est un ami? C'est le temps qui vous a permis de le juger. Donc c'est pas obligatoire ce principe énoncé comme une espèce de fausse loi. Non, en tout cas comme une hypothèse vous concernant en tout cas. Donc c'est pas obligatoire. Et là pourquoi ça s'est pas vérifié dans ce cas-là? Sans faire de la psychologie, sans faire de la psychologie de comptoir. Justement. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Ce que je crois, c'est qu'il a changé d'univers en devenant président de la République, naturellement. Et que dans cet univers, il a eu besoin de gens qui le flattaient davantage que ceux auxquels il était habitué. Voilà, ça ressemble à ces médecins qui ont épousé, quand ils étaient étudiants en médecine, une jeune femme qui faisait les mêmes études qu'eux, qui s'est dévouée à leur carrière, hein, et puis qui n'est pas devenu médecin, et qu'ensuite ils ont oublié. D'accord. Mais c'est dangereux ce genre d'attitude aussi, parce que du coup le fait de s'entourer de gens qui vous flattent, je crois qu'on a besoin d'amis dans la vie, d'abord pour son équilibre personnel. Et alors sur votre manière, là, vous en avez parlé au début du second degré, vous dites c'est dangereux, le second degré en politique. Et alors là il y a une phrase quand même qui est extrêmement amusante, nous qui nous a beaucoup amusé en préparant l'émission, c'est que vous dites, alors, normalement en politique c'est important de dire qu'on a du pouvoir. Alors vous c'est exactement l'inverse que vous dites avec un immense sourire. Au bon nom, Nicolas Sarkozy est plus patron que moi, de l'UMP, on a l'impression que ça vous fait rire. Alors là aussi on se demande pourquoi dire ça comme ça, mais parce que c'est la vérité. Oui d'accord, mais parce que c'est la vérité. Donc il faut dire la vérité comme ça. Il faut essayer de dire la vérité, parce que la vérité est pédagogique. D'ailleurs, en plus, il faut aussi un peu d'humilité par rapport à la réalité de la vie politique. C'est très difficile, très lourd. Jouer les coqs de basse-cour et se vanter toute la journée, ça ne conduit pas à des résultats très satisfaisants. Oui, mais alors qu'on essaye d'expliquer que le parti c'est le parti, que le président c'est le président, quand on se présidentialise on dirige pas son parti, qui est un petit peu le discours. Et vous avez de la considération pour les gens qui vous disent des choses comme ça?
Je dis que c'est ce qui se dit en politique, je dis pas... Et vous avez de la considération, et vos commentaires quand vous entendez des gens parler de cette manière-là, c'est-à-dire de la langue de bois, vous trouvez ça intéressant, utile, on essaye de le utile à vos décoder. concitoyens? Mais attendez, c'est évident que le président de la République, ancien patron de l'UMP, reste le patron de l'UMP en devenant président. C'est évident. La seule question qui peut se concevoir, c'est quelle est la nature du rapport que j'ai avec lui. Par exemple, je crois aussi avoir dit la vérité en disant qu'il m'est arrivé d'avoir des désaccords. Par exemple, sur les 35 heures, je me suis vraiment disputé avec lui sur la question des 35 heures et je l'assume. Et dire la vérité comme ça peut pas être aussi un moment... ça peut être mal Dangereux. pris par le président, dangereux, oui. Dangereux. Oui, dangereux. Oui, peut-être, mais c'est pas grave. Il faut accepter un peu de danger dans sa vie si on croit à un certain nombre de choses. La vérité est parfois dangereuse, mais elle est belle. Oui, alors d'accord, mais là on a envie de vous dire, est-ce que vous l'acceptez tout le temps? Jusqu'où? Comment vous... Oh, je ne suis pas un idéaliste absolu, Oui, mais j'ai un petit peu d'idéal dans ma vie, un petit peu. Ma vie est un mélange d'idéal et de réalisme, et de temps en temps, je laisse une part à l'idéal pour vivre mieux. D'accord, mais vous êtes quand même un ancien avocat, donc on imagine qu'en tant qu'avocat, vous avez l'habitude de peser chaque mot, de réfléchir au sens, non, pas plus qu'un autre. Vous essayez, voilà. Donc du coup, comment vous faites pour doser, pour trouver un équilibre entre cette sincérité que vous revendiquez, même si c'est dangereux, et puis voilà, une nécessaire prudence. Eh bien, vous êtes quand même en politique depuis longtemps. Oui, mais, donc vous voyez que c'est possible. On va voir que c'est parfois difficile. Oui, bien sûr. Mais c'est possible. Je pense que d'abord la crédibilité des hommes politiques tient à la nécessité d'une part de vérité. On n'attend pas évidemment d'un homme politique qu'il ne fasse que dire sa sincérité permanente, parce qu'il y a aussi du calcul dans la vie politique. D'accord, donc c'est-à-dire quand vous faites une interview politique, vous vous dites il faut que j'aille dans un... Voilà, que là où on entend certaines phrases, là où on voit que vous êtes dans une recherche de vérité, donc vous vous dites que votre objectif c'est d'aller le plus possible vers la vérité, jusqu'où, enfin comment, où vous mettez le curseur? C'est le problème de l'art. Oui, voilà, on a envie de savoir comment on fait. C'est un dosage. Avec du second degré, ce qui fait qu'on ne sait plus trop ce qu'on entend. Et que... non, il faut s'adresser à tout le monde en même temps. Donc, dans mes propos, il y a aussi souvent une part de langue de bois, j'en ai parfois honte. Alors, par exemple, de quoi vous avez mon eu critère, ça m'est arrivé très souvent, donc les autres s'en chargent pour moi, donc c'est pas la peine de le dire. Mais votre critère? Mon critère, c'est de ne pas avoir honte de ce que j'ai dit plusieurs années après. Alors, cette émission est un super exercice, alors. Parce qu'on revoit des moments, des extraits. Là, ça va pour l'instant. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas honte de ce que vous avez passé. Peut-être que vous les avez bien choisis aussi. Je ne sais pas. En tout cas, on a essayé de choisir de manière... Mais c'est important. Et puis aussi l'idée, j'ai des enfants, j'ai besoin de leur estime. D'accord. Alors, justement, vous avez parlé de la violence, vous avez parlé aussi d'une certaine nécessaire prudence. Alors, il y a un moment qui illustre peut-être particulièrement cet équilibre difficile, un moment, sans doute un des moments, les plus difficiles de votre carrière politique, c'est lorsque, tout le monde s'en souvient, Jean Sarkozy brigue la tête de l'EHPAD. Alors, à la clé, un scandale et le début d'une vraie guerre, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a qualifié, entre vous et Nicolas Sarkozy et vous par l'intermédiaire de son fils. On regarde quelques extraits et la suite du commentaire de Christophe Labbé. Désormais conseillé par une équipe de communicants, Jean Sarkozy se fait plus rare et ses prises de parole sont très ciblées, comme dans le magazine Le Point, où il déclare une nouvelle fois « J'irai jusqu'au bout ». Au même moment, une véritable offensive gouvernementale se met en place pour soutenir le fils du président. 16 ministres sont intervenus. Le porte-parole du gouvernement laisse même percer son agacement. Ils veulent interdire l'élection à un candidat de par son origine sociale, son nom, son faciès. C'est ça la République? Je crois que ça commence à bien faire. Arrêtons 2 minutes cette chasse à l'homme. Affaire dans l'affaire, c'est désormais l'influence de l'Élysée sur la nomination de Jean Sarkozy qui fait débat. La présidence de la République sera intervenue pour empêcher Patrick Devedjian de voir son mandat à la tête de l'EHPAD prorogé, une question à laquelle refuse de répondre l'intéressé.
Moi, le président de la République peut compter sur ma loyauté. C'est d'une prudence incroyable pour quelqu'un qui a quand même plutôt la réputation de parler vrai. Pourquoi il se comporte comme ça? Là, Patrick Devedjian sait en entamant un bras de fer avec Jean Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy directement qu'il défie. Et il hésite peut-être à défier le chef de l'État, sachant que les pouvoirs de chef de l'État lui laisseront peu de chances de sortir victorieux. Donc il y a peut-être la prudence qui s'y est juste avant d'entamer le combat. Notre majorité a besoin de sang-froid et de sang neuf. Du sang neuf, autrement dit, exit Patrick Devedjian. C'est pas vos amis qui vous aident le plus. C'est pas sûr finalement. Car depuis l'affaire de l'EHPAD, rien ne va plus entre lui et le président Sarkozy. Vous êtes l'homme à abattre? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais enfin, vous voyez, je suis survivant. Hein? Vous ne laisserez pas faire, c'est ça? Je n'ai pas l'intention de me laisser assassiner si c'est ce qu'on me promet. L'assassinat de Patrick Devedjian, Isabelle Balkany, à l'entendre, y participerait volontiers. Nous n'avons plus besoin à notre tête d'un monsieur qui est un loser aigri, qui en veut à la terre entière. Donc voilà, c'est la fin d'une histoire. Alors lui, il a cette phrase incroyable, je n'ai pas l'intention de me laisser assassiner si c'est ce qu'on me promet. Comment vous l'analysez cette phrase? Là encore, c'est la violence en fait qui s'exprime, la violence générée par le sentiment d'humiliation. Et donc c'est un message aussi codé. On peut le lire aussi comme une menace. Patrick Devedjian, en tant que compagnon de Nicolas Sarkozy depuis 30 ans, connaît beaucoup de choses sur la Sarkozy. Et là, on voit bien qu'il va vendre, il fait savoir qu'il va vendre sa peau très cher. Voilà, alors on parlait des images qui résistent au temps et celles qui résistent moins bien au temps. Alors là, on a quelques exemples de citations politiques, lesquelles ont bien vieilli selon vous, quelques années plus tard. Les vôtres, vous trouvez, ont bien vieilli? Les miennes, oui. Oui, ce que j'ai dit, je l'assume. Ce qu'ont dit les autres, c'est leur problème. Ça veut dire quoi, vous l'assumez? Bien, j'ai expliqué que je ne me laisserais pas faire. Effectivement, je ne me suis pas laissé faire. Et alors justement, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour ne pas se laisser faire? Parce que c'est vrai que ça a été un moment, et d'ailleurs on l'a vu au début, vous êtes très prudent, hein, et d'ailleurs vous avez toujours affirmé votre loyauté vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Non, ce que vous n'avez pas bien saisi peut-être au début, ou c'est évidemment pas très clair, mais je dis ça pour une raison très simple, c'est que je suis membre du gouvernement. Donc quand on est membre du gouvernement, ou bien on est loyal à l'égard du gouvernement, ce qui a été mon choix, ou bien on démissionne. Bon, j'avais à ce moment-là pas choisi de partir. Pour quelle raison? À ce moment-là, parce que le combat était en cours, quoi, mais enfin pour moi, être membre du gouvernement n'avait plus beaucoup d'importance à ce moment-là. Donc c'était pas le sujet. Ah, c'est incroyable, ça vous dit. Alors, le combat était en cours, être membre du gouvernement n'avait plus beaucoup d'importance à ce moment-là. Ça veut dire quoi? J'avais, comme ministre de la Relance, j'avais accompli presque l'essentiel de ma tâche. D'accord, donc vous pouviez vous permettre de partir. Je souhaitais, malgré tout, l'achever pour laisser la maison propre. Mais pour le reste, je n'avais aucune envie de rester au gouvernement. J'avais d'ailleurs proposé au président de la République de démissionner s'il le souhaitait. Et pour quelle raison? Parce que généralement, on a l'idée comme ça qu'en politique, on veut rester le plus longtemps possible au Ah gouvernement. oui, mais c'est une erreur. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Mais dès lors que vous êtes en conflit avec le président de la République, dès lors que vous n'avez pas la confiance du président de la République, vous ne pouvez pas rester au gouvernement. Ça n'a pas beaucoup de sens. D'accord. Et alors, sans revenir sur les détails de ce conflit qui a été, alors là, qui a été très compliqué, avec de multiples rebondissements, etc. Surtout, ne rentrons pas dans les détails, mais avec le recul, c'est vrai que ça a quand même été un conflit d'une violence inouïe. Hein. C'est rare quand même d'entendre des phrases comme ça en politique, enfin du moins peut-être en coulisses, je ne sais pas, mais en tout cas ouvertement, c'est rare. Alors pourquoi ça a atteint ce degré de violence à ce moment-là? Et ce conflit, il a été dû à quoi à un moment? À l'ambition du fils, à la maladresse du père, à vous qui n'avez pas su vous protéger? Écoutez, chacun est libre de son interprétation. D'accord, c'est bien, merci. Non, mais la mienne. Puisque vous êtes dans la franchise et la vérité et la sincérité. Parce que je me méfie des interprétations, y compris des miennes. La vérité est souvent compliquée, beaucoup plus qu'on ne l'imagine.
Jean Sarkozy était un jeune homme, ambitieux, et je ne lui en veux pas du tout parce que quand on est jeune, on est très impatient. Je l'étais moi-même, donc j'ai beaucoup d'indulgence pour lui. Ça, c'est pour le fils. Oui. En revanche, que le président de la République n'ait pas la grâce d'État de voir d'abord que cette affaire était hyper dangereuse pour lui, pour sa crédibilité. Et que même c'est quelque chose qui demeure, qui lui a porté beaucoup de préjudice au président de la République. C'était un peu désolant, quoi, navrant. Qu'il ne m'ait pas dit les choses en face aussi, comme on peut dire à un ami, c'est-à-dire, bon, je voudrais que tu laisses la place à mon fils. Je lui aurais dit d'ailleurs que c'était une erreur, mais il ne l'a même pas dit. Bon, c'était pas très reluisant, de mon point de vue. D'accord. Et c'est ça, l'assassinat, ce mot, effectivement... Non, j'entendais, vous avez entendu Isabelle Balkany, qui, bon, voilà, que c'était la fin de l'histoire pour moi. C'est dingue quand même, toute cette haine. Non? Oui. Enfin, la politique est aussi un univers de passion vive. Et puis, surtout dans un pays comme le nôtre, où les pouvoirs sont si peu équilibrés, et que ceci chauffe, ce système institutionnel chauffe à blanc les passions et les ambitions. Il y a 30 personnes en France qui rêvent d'être président de la République, au minimum. Au et minimum vous en 30. avez rêvé une fois? Jamais. 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 J'ai été préservé. Vous vouliez être ministre de la Justice, vous? Non, je pense. Non, je pensais. Pardon de dire ça. Je suis avocat. J'ai beaucoup réfléchi à la justice. J'ai aimé mon métier d'avocat. Et j'ai toujours pensé que la justice fonctionnait mal. Et j'ai, par mon expérience professionnelle, acquis un peu d'expérience. Alors, on va revenir justement sur... Je m'amusais sur ce ministère de la Justice, parce que c'est vrai qu'il vous avait déjà échappé en 2002. On va y revenir. Quelques moments commentés par le psychanalyste, spécialiste du langage et philosophe Jean-Pierre Winter. Et donc, ça commence justement en 2002, quand ce fameux ministère de la Justice vous échappe. Au lendemain de sa nomination, Patrick Devedjian retrouve les siens, Anthony. Un passage en coup de vent, parce que depuis ce matin, il découvre le ministère de l'Intérieur. Alors, je suis en pleine installation, et c'est rien de le dire, hein. Et visiblement, on ne nous attendait pas. Pour son entrée au gouvernement, il se serait bien vu ministre de la Justice, mais il a hérité d'un nouveau portefeuille, celui des libertés locales, c'est-à-dire la décentralisation. J'aime bien la nouveauté. Elle n'est pas toujours naturellement à la hauteur du rêve. Mais on peut essayer justement de faire entrer le rêve dans la réalité en travaillant. On voit bien qu'il se réjouit d'être au gouvernement. Ça le satisfait. Il y a un côté tout à fait jubilatoire dans sa manière d'en parler au moins à ses collaborateurs. Oui, quand il en parle à ses collaborateurs, il a l'air très content, etc. Puis au moment d'en parler, on sent quand même qu'il est un peu dans la retenue, quoi. Oui, un peu dans la retenue, mais c'est-à-dire un peu dans j'attendais mieux, j'attendais plus. Bon, voilà. Il y a vraiment un côté chez Patrick Devedjian de sincérité qui peut-être d'ailleurs lui a joué des tours politiquement. C'est-à-dire que cette sincérité explique peut-être que justement il n'ait pas eu le destin, ou qu'il n'ait pas encore eu le destin politique qui pourrait être le sien. Il a un côté un peu incontrôlable, enfin il peut donner l'impression... Voilà, il peut donner l'impression que son désir de sincérité l'emporte sur sa volonté politique. Cette manière de parler comme ça, on l'a observé aussi au moment où il parle de son passé, du début de sa vie politique, commencé à l'extrême droite, c'était il y a quelques années, je vous montre. Et vous, alors, ce qui vous a décidé à entrer en politique, c'est justement en 61 à Condorcet, l'Algérie. Oui. Donc vous pensiez que l'Algérie devait rester française? Absolument. Je pensais ça. Je pensais ça parce que je suis aussi d'une famille immigrée, famille chrétienne d'Orient, qui a vu sa liberté se réduire, qui a vu un génocide perpétré à l'encontre de ceux qui étaient
qui constituait cette minorité. On peut dire, historiquement, vous avez parfaitement raison, je me suis trompé. Si c'est ce que vous voulez me faire dire, je vous le dis volontiers. Moi aussi, d'une certaine manière, mais... Je vous le dis volontiers. Comme disait Nizan, hein, qui est plus proche de vous, j'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Donc je me suis trompé sur l'Algérie. Est-ce que vous en faites pas un peu trop pour faire oublier votre passé? Non, je vous explique très simplement. Non, moi j'ai été d'extrême droite, je sais pourquoi. Est-ce que vous ne croyez pas obligé de prendre des positions? Non, mais je vais vous expliquer. J'ai été d'extrême droite jusqu'en 1966. En 1966, j'ai rencontré Raymond Aron. Et c'est lui qui a fait de moi un démocrate. Quant au Front National, je suis le premier maire de droite, le premier en France à avoir retiré sa délégation à un de ses adjoints parce qu'il était passé au Front National. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir. Je trouve que ce qui nous apprend assez bien, c'est que quand on s'engage en politique, au départ, c'est peut-être une leçon à tirer de ces quelques secondes-là, c'est par identification à une cause, à un désir, à un mode d'être, et que ensuite tout sujet politique a le choix entre rationaliser ce qui au départ n'est qu'une identification imaginaire, ou bien se dire j'ai suffisamment réfléchi et élaboré pour pouvoir me détacher de ce passé dont il dit bien qu'il n'en est pas spécialement fier. Hein, mais il ne cherche pas à habiller les faits, à habiller la vérité, il reconnaît vraiment... Voilà, on en connaît d'autres en politique qui ont été à l'extrême droite et qui sont devenus des démocrates et dont, de temps en temps, le passé d'extrême droite qui n'est pas dûment signalé et rappelé réapparaît dans des propos... je ne vais pas citer le nom, mais... Oui, enfin, mais ce n'est pas son cas en tout cas. Mais lui, ce n'est pas son cas. Et je pense qu'effectivement, dire... je viens de l'extrême droite, lui permet effectivement de ne pas refouler ça et donc de faire en sorte que le retour de refoulé ne soit pas dramatique. Analyse psy pour le coup, mais c'est assez intéressant sur le retour de refoulé. Vous en pensez quoi justement? C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais en tout cas, c'est vrai que vous le dites, et là c'est peut-être justement votre désir de sincérité, vous dites les mots, vous dites extrême droite, enfin des mots que généralement d'autres cherchent à éviter en employant comme ça des élites. Je me suis trompé. Oui, mais justement, c'est ce qui est frappant. Voilà. Et c'est important pour vous justement de le dire comme ça, vous pensez que ça... Mais d'où le droit d'inventaire. Voilà. Moi, je fais mon propre inventaire. D'accord, donc ça, il y a le passif, il y a l'actif. Mais c'est parce que j'ai pu faire l'analyse de mes erreurs que je crois avoir pu un peu progresser. Progresser personnellement, peut-être. Oui, personnellement, bien sûr. Personnellement et politiquement. Politiquement, je ne sais pas, mais quel est le but de la politique? C'est de... Bonne question. Pour moi, ce n'est pas l'aboutissement d'une carrière personnelle. Voilà, j'ai voulu faire de la politique parce que j'étais avocat et que comme avocat, je trouvais que les lois étaient mal faites. Alors j'avais envie de participer à leur élaboration. Et donc vous avez remarqué que depuis que je suis devenu député, les lois sont beaucoup mieux faites, je pense. Oui, on allait vous dire, voilà, quelle victoire avez-vous obtenue? Voilà. Bien sûr. Dans l'inventaire. L'histoire d'une vie, c'est aussi l'histoire d'un échec. Ah bon, oh là là, mais c'est terrible ce que vous dites, d'un échec total dans l'inventaire. Vous diriez justement pas parmi les... Dans ma vie, j'ai une part de succès, une part d'échec, oui, bien sûr. Je vis avec les deux. Et concernant justement ce qui dit votre franchise, ce côté qui peut sembler parfois, enfin ça c'est une perception de nous en tant que spectateurs des images à distance, mais parfois un côté un peu incontrôlable, peut-être ce qu'a ressenti Nicolas Sarkozy en entendant cette fameuse phrase en 2007 sur l'ouverture qui va jusqu'au sarkozyste. Vous pensez que ça a pu nuire, ce qui sous-entend par moment à votre carrière? Je ne sais pas, c'est possible, mais si c'était à refaire, je le referais. Et justement, la question, c'est sur la manière de faire, puisqu'on est justement sur la manière de faire de la politique dans cette émission. Au vu de votre parcours, de toutes les séquences qu'on a vues, est-ce que vous avez tiré une leçon justement sur la manière de faire, à l'heure où l'UMP s'est encore justement beaucoup déchiré? Oui, mais je l'ai dit, que je le regrettais. Et que ce n'était pas un bon exemple qui a été donné. En plus, ils ont choisi ma campagne électorale pour faire ça. Enfin, je plaisante, mais c'est trouvé le même moment. C'est tombé pendant votre campagne. Pas s'ils ont choisi votre campagne pour faire ça, mais en tout cas, c'est tombé en même temps. Attention au second degré. Il va falloir s'habituer un peu au second degré si on veut devenir intelligent de temps en temps, quand même. Parce que si on doit seulement parler au premier degré, comme on le fait habituellement un peu trop sur les médias,
ça ne va pas élever le niveau général. Ah, d'accord, c'est ça la leçon. Vous pensez qu'il faut du second degré en politique? Oui. Et vous pensez que les auditeurs, le public comprend le second degré? Mais bien sûr, les Français sont très intelligents. Ils se mettent à plusieurs pour ça, mais ils sont très intelligents. Et franchement, ne pensez... Ils se mettent à plusieurs. Ben, bien sûr. Ils se mettent à plusieurs pour réfléchir. D'ailleurs, on est toujours plus... Les Grecs nous ont appris ça depuis longtemps. On est beaucoup plus intelligents à plusieurs que tout seul. D'accord, donc vous disiez, votre femme vous dit que vous faites trop de second degré. En fait, le mot de la femme, c'est ça que votre femme se trompe, en fait. Ben oui, je suis en désaccord avec elle sur ce point. D'accord, bon ben merci beaucoup. Ouais, des politiques qui font du second degré, on n'en connaît pas beaucoup. Hein. Mais c'est dommage. Mis à part, vous... Et je dirais que c'est une forme de mépris du peuple. Ah ouais, carrément. Oui. Je cherchais justement... Si, Churchill. Oui, non, mais je cherchais... Clémenceau. Je cherchais, oui, d'accord. De Gaulle. Léon Blum. D'accord, mais après 1980, on va dire. Ah bah écoutez, donc le niveau s'est rabaissé alors. C'est bon, merci.